Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 16 mars 2024. Aujourd'hui, la plume, le navire, non, le gun, le fusil, le navire et la plume. Donc, je commence en bafouillant. C'est une bonne journée, ça. Warfare, Constitutions and the Making of the Modern World de Linda Colley. Donc, une histoire moderne des guerres et des constitutions. Un magnifique essai et catalogue fractalesque de l'histoire des interconnexions entre les navires, les canons et les constitutions, grâce aux interventions des États, des individus, des entreprises et quelquefois des réseaux d'agents politiques, des proto-espions, on pourrait dire d'une certaine manière. On pourrait aussi dire des mercenaires constitutionnels et qui sont d'une certaine manière passés à l'histoire pour quelque temps, plus ou moins, ça dépend de qui. Il y a des belles histoires dans ce livre-là. Le livre est vraiment bien écrit. C'est ce que j'appellerais, moi, personnellement, un essai historique, dans le sens que c'est clairement une historienne. Elle, elle part des années 1750 et nous ramène jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale pour comprendre comment le nouvel ordre mondial s'est construit. C'est bon, hein? C'est intéressant. Donc, des 2 dernières semaines, je faisais un podcast sur le nouvel ordre mondial. Donc, le nouvel ordre mondial, c'est ça qu'on va parler à la fin d'aujourd'hui au podcast. Le livre est très bien écrit pour une écrivaine. Euh, et en plus, donc, du contexte historique, ça nous permet de comprendre que c'est pas tant focusé sur un pays ou sur une guerre en particulier qui est important. Il faut comprendre dès le 18e siècle le tissu de guerre et d'échange de ressources, de matériel, d'humains, d'informations est déjà planétaire à un niveau jamais atteint depuis l'Antiquité. Ouais, on connaît moins l'histoire avant l'Antiquité, fait qu'on peut pas trop se projeter. Donc c'est très spécial qu'est-ce qu'on va découvrir. C'est qu'on, dans le fond, les guerres sont interreliées, intercontinents, et les constitutions sont toutes liées à toutes ces guerres-là, et les constitutions s'influencent les unes des autres. Et il y a des modes, il y a des périodes avec des modes, telle constitution est meilleure, tel projet, ça sert à rien. Donc, il y a plein de choses intéressantes. Les chartes, les constitutions et autres contrats entre des gouvernants et des gouvernés. Donc là, on parle donc d'une technologie politique, une charte. Ça, une charte, c'est un gouvernant puis des gouvernés qui font un contrat social. Des fois, il y a des cérémonies, il y a un document. C'est ça qui est important. Il y a un document où il y a des trucs qui sont écrits, des règles à suivre pour tout le monde. Ces règles-là, c'est pas les mêmes partout. Mais ce processus-là, c'est ça qui est une réinvention. Les chartes, parce que ça a déjà existé. On a réinventé les chartes au Moyen Âge, les peuples chrétiens. Donc, après l'effondrement de l'Empire romain, il n'y a plus rien. Il y a des évêchés qui gardent les documents civils pour essayer de perpétuer une mémoire de la population. Et là, petit à petit, on se reconstruit du droit, on se reconstruit des manières de gouverner, et puisqu'il n'y a pas de pouvoir fort central, les chartes deviennent très importantes pour légitimer le pouvoir, assurer la sécurité et donc la prospérité. Les villes qui avaient le plus de prospérité au Moyen Âge, 2 caractéristiques, il y avait forte culture chrétienne
monachistes, en tout cas des monastères cisterciens et autres types qui favorisaient l'éthique du travail. Et deuxième chose, des chartes pour les villes qui gouvernaient souvent de manière indépendante, des cités-États qu'on appelle. C'est là que toute l'industrie de la banque, les épargnes, le capital s'est construit. Ça a permis ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, cette technologie-là, politique, elle est donc réinventée, réimplantée partout sur la planète par les chrétiens. C'est ça qu'on a fait. C'est ça la spécificité de la parole de Jésus-Christ. Une innovation qui est sémantique, technologique, ontologique, éthique, morale, esthétique. C'est une renaissance politique qui existe grâce à la parole du Christ qui traverse les océans et les continents. C'est après la diffusion des chartes et des constitutions européennes et américaines que l'on voit chronologiquement les autres civilisations copier la méthode, utiliser cette technologie pour répondre à des contextes sociaux, géopolitiques bien précis, que ce soit pour l'émancipation ou la suggestion. Donc, c'est autant pour se libérer d'un empire ou un empire qui veut assurer sa légitimité sur des nouveaux territoires acquis. Dans tous les cas, ceux qui écrivent les constitutions font des concessions pour remplir des objectifs politiques bien précis. Il y en a deux. Taxer, conscription. C'est pas compliqué. Ils nous vendent des constitutions tout le temps pour deux choses. Faire de l'argent puis ramasser des soldats à envoyer sur le front. Si on te donne politiquement quelque chose, c'est toujours en échange de quelque chose. Donc, du 17e au 20e siècle, la plupart des réformes constitutionnelles et chaque nouvelle constitution, ou presque, avait pour but de donner au gouvernement la capacité de participer au jeu de la Grande Guerre. La guerre à grande échelle, mondiale, sur plusieurs continents, utilisant une chaîne d'approvisionnement logistique complexe qui implique une énorme marine, une énorme flotte de vaisseaux. Donc, c'est à partir des caravelles au 17e siècle. Une énorme flotte de vaisseaux qui permet donc la logistique de nourrir ta grosse armée, puis d'amener des munitions, de la poudre à canon, des soldats de ta métropole vers ton espace impérial. Donc, ce jeu-là de la Grande Guerre, la guerre hybride, c'est comme ça que Linda Colley l'appelle. C'est pas une terminologie militaire moderne. Là. Elle appelle ça hybride dans le sens que les empires, ceux qui se prétendent empires, ont besoin des deux. Ont besoin d'une armée et d'une marine, une flotte. Donc, pourquoi est-ce que ça aurait changé aujourd'hui? C'est ça qu'on oublie. On vit encore dans la fenêtre d'Overton, gauche-droite. Le monde, il est beau, le monde, il est gentil. Il y a des États-nations libérés, délivrés, démocratiques, libérales. Et il y a le méchant Poutine qui met tout ça en danger. Ça, c'est une fantaisie. Il y a des cités-États. Il y a des États. Il y a des principautés, des provinces, des colonies. Il y a des États-nations. Il y a des empires. Il y a des États narcos. Il y a des États pédosatanistes. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc, on est rendu là. Je vais essayer de le faire. Je voulais le faire en un podcast parce que je sais pas si ça intéresse autant le monde que moi j'ai été intéressé par ce chapitre, ce livre-là. Donc, on voit que l'analyse de Linda Colley, c'est une analyse qui se prête très bien au contexte de systèmes complexes.
Hein, quand je vous parle de système complexe en théorie du chaos, les fractales, hein, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique dans ces affaires-là? Les théories des réseaux, c'est un autre exemple pour analyser des systèmes complexes. Sensibilité aux conditions initiales. Euh, Si tu changes d'échelle, tu grossis au microscope ou tu rapetisses, tu regardes de loin comme avec un télescope. Dans les deux cas, tu vois les mêmes formes. Donc, par exemple, si tu essaies de mesurer euh, la longueur de la côte de l'Angleterre, donc tout le tour de l'île, la longueur de la côte d'Angleterre dépend non pas de la longueur de la côte d'Angleterre, mais de la règle que tu utilises. Plus tu utilises une petite règle et plus la longueur de la côte d'Angleterre va tendre vers l'infini. C'est ça une fractale. C'est donc entre des dimensions. Euh, Dans ce cas-ci, c'est entre la première et la deuxième, ou la zéro, ouais, je pense que c'est ça. Euh, si vous voulez lire ça, c'est Mandel. Je vais vous en parler un autre podcast. Il y a aussi le principe de Pareto qui se présente dans les systèmes complexes comme dans une économie, comme dans une hiérarchie sociale, comme dans la présence d'États et d'empires dans un système de théorie des réseaux. C'est quoi le principe de Pareto? La règle de Pareto, c'est la règle du 80-20. Donc, dans un système, 80% des effets est accompli par 20% des agents dans le système. Ça veut dire que 20% des personnes, des capitalistes qui produisent 80% de l'économie, ou 20% des propriétaires qui détiennent 80% des propriétés. Et là, le principe de Pareto se répète si on utilise le principe, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, euh, même visualisation si on change d'échelle. Donc la règle du 80-20 va aussi fonctionner dans le 80-20. Donc tu vas avoir 4% qui va produire 64% des effets. Et là, tu peux encore faire la règle du 80-20 dans le 80-20 dans le 80-20. Ça va te donner 51%, 51,2% des effets produits par un petit peu moins que 1% des agents. C'est comme un peu Monsieur Piketty qui nous dit 1% qui détient 50% des actifs. C'est juste le principe de Pareto. Donc, il essaye de dire que ça, c'est causé par les méchants capitalistes. Donc, il faut voler les méchants capitalistes pour redistribuer. Petite dérive. Donc, l'histoire, c'est un système complexe. Pour ça, je voulais vous en parler. Euh, les humains fonctionnent en réseau. Les populations fonctionnent de manière géographique. Tu peux pas éliminer une population. Il faut que tu élimines les gènes de la population pour l'éliminer. Très difficile en passant. Et les institutions, c'est des structures physiques qui occupent le territoire. Donc, c'est trois manières différentes parce que les réseaux, ça peut être, c'est virtuel un réseau, c'est les liens entre des agents rationnels qui fonctionnent dans un système, plus ou moins rationnel. Les populations, ça fonctionne comme des foules, ça fonctionne comme des écosystèmes, c'est plus compliqué. Les institutions, c'est des structures. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Où le conseil siège au Parlement. Faut que tu regardes. Donc, l'institution a un siège quelque part. Dans la structure, il y a des archives, il y a une intelligence sociale, comme une expertise qui se perpétue dans les employés, les ressources humaines et tout ça, plus ou moins de ce temps-ci. Gardons en tête que nous sommes au 17e siècle, à l'époque où il y a déjà le canon.
mais c'est la fin du Moyen Âge, la fin de l'époque des forteresses. Parce que on a nouvelle innovation, les fusils utilisables par monsieur, madame, tout le monde avec très peu d'entraînement. Ça change la game. Donc on passe d'armée de type professionnelle moyenâgeuse. Très rare qu'il y avait des armées de paysans. Les Français étaient bons là-dedans, mais très rare. Donc là, où on passe à la conscription de masse avec des gens très peu entraînés, mais qui peuvent utiliser une arme à répétition. Ça, c'est la nouveauté. Autre nouveauté, la caravelle, le bateau à vapeur, le train, donc la machine à vapeur. Autre innovation, la presse, qui... Ça fait longtemps qu'elle existe. On est rendu là à 3 siècles quasiment. L'innovation, c'est premièrement la diffusion de la presse. Donc, tous les pays qui vont participer aux plusieurs modes constitutionnels vont aller chercher des presses pour diffuser leur constitution. Et deuxième chose, c'est le flux. Donc, la capacité à produire qui va exploser au niveau des presses écrites. C'est intimement lié au projet avec des S constitutionnels et donc à ce qu'on appelle aujourd'hui, a posteriori, les Lumières. Tu ne peux pas séparer les 3 objets. Donc le canon, le navire et la plume, la Constitution. Revenons à Jean Bodin. Jean Bodin faisait, dans le fond, essayer de faire dans les premiers essais de sciences politiques pour essayer de faire comprendre au monde comment que ça fonctionne. Son modèle est assez simple. Monsieur, man, tout le monde, tu vas pouvoir en parler à ton père à la maison. T'sais. Jean Bodin, c'est genre 16-17e siècle. Il dit, à la base, tu as une famille, comme dans la Bible. À la base, tu as une famille. Une famille, c'est quoi? C'est 2 adultes et donc un homme et une femme. Le mari et sa femme. Le mari a l'autorité. Et 3 personnes à charge. Ça peut être des enfants, des membres de la famille et des esclaves, évidemment. Ensuite de ça, tu as une communauté politique, une ecclésia, à 3 familles. Ensuite de ça, si dans ta communauté politique, tu as assez de gens et de ressources pour commencer à créer tes propres archives, alors là, tu deviens une autre entité. Tu deviens une entité officielle. Ça peut être un village, une ville, un comté, un évêché. Ça, c'est le 3e niveau. Ensuite de ça, quand tu systématises ce système d'archives à plusieurs circonscriptions physiques, tu deviens un proto-État. Pas compliqué. Donc, c'est ça un État. L'État, au niveau de l'État, tu vas devoir avoir plusieurs autres choses. La Constitution, le Code civil. Tu as toujours besoin d'une culture. En fait, tu commences avec une nation qui a culture, qui veut fonder un État avec un projet civil et constitutionnel. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite de ça, la dernière étape, si tu as plusieurs États qui se mettent ensemble, que ce soit une fédération avec un gouvernement fédéral ou une confédération qui est plus éparse, alors là, tu vas avoir un empire. Plusieurs États ensemble, c'est un empire.
Donc, Colley passe de 1750 à la Deuxième Guerre mondiale. Les deux guerres mondiales, c'est dans l'épilogue, à peine 20 pages sur 420. En utilisant un catalogue exhaustif d'histoire et d'études de cas, tous les continents étaient interreliés dans le projet constitutionnel et progressiste historique mondial dès le 18e siècle. Euh, et donc, ceux qui disent des choses comme seules les démocraties ont des vraies constitutions, c'est des bullshitters qui connaissent rien à l'histoire et qui sont un petit peu racistes. Un petit peu. Ils sont prétentieux. Tu vas dire des choses de même à quelqu'un cultivé dans les autres civilisations, à un Russe, un Chinois, un Japonais, un Tunésien, un Sud-Africain, un Mexicain, un... Il va te... S'il connaît son histoire constitutionnelle, il va te rire en pleine face. En pleine face. T'es prétentieux. Le livre a 8 chapitres avec des thèmes, 3 parties. L'intro, c'est l'essai théorique pour, dans le fond, qui présente l'analyse globale de l'auteur. Ça commence avec le voyage de Kang Youwei, chinois, qui s'en va dans l'Empire ottoman en 1908. Il y a une révolte armée contre le sultan Abdul Hamid II à cette époque-là. La révolte le pousse à réinstaurer la constitution de 1876, donc plusieurs décennies avant. Et Kang Youwei arrive le jour où, dans le fond, le sultan a accepté de réinstaurer la constitution. Ils sont en train de fêter le processus de ratification officielle de cette constitution-là. Ils se rendent compte, Kang Youwei, il y a comme plusieurs personnes, qu'en fait, toute la planète, juge qu'un État civilisé doit avoir des documents. Ça peut être une constitution, mais ça peut être d'autres choses. Un document officiel qui ressemble de près ou loin à une constitution. Ce document-là est important autant pour la situation politique intérieure que vis-à-vis de comment nos alter ego d'ailleurs sur la planète nous voient, comment on se projette à l'extérieur. C'est les deux qui sont importants. Donc, les constitutions, il y en avait Grèce ancienne. Il y a le code d'Hammurabi, vieux code légal, qui est un quasi-projet constitutionnel. Le principe n'est pas nouveau à la base, mais ce qui est nouveau au niveau l'innovation chrétienne pour ajouter à la légitimation. Donc, on a pu, parce que le roi ou l'empereur est représentant de Dieu, il nous donne des droits. Non, les droits viennent de Dieu. L'innovation des constitutions, des chartes chrétiennes, c'est donc qu'il y a égalité devant la loi et que ce contrat-là, ce covenant entre le gouvernant et le gouverné, les gouvernés, donne des limites au gouvernant. C'est ça la nouveauté. La nouveauté, c'est les limites au gouvernant. C'est un compromis. Toujours, on donne quelque chose en échange. Taxe, conscription. Taxe, conscription. On donne des droits en échange de ça. Pour éviter les dangers, on va émettre une nouvelle constitution pour les dangers domestiques ou extérieurs. Dangers domestiques comme
des libérations impériales ou pour affirmer un empire, un empire quelque part géographiquement. Des dangers extérieurs comme l'ingérence d'empires étrangers et d'autres entités internationales, des pirates par exemple, qui vont donc empêcher ce genre de prétention-là pour favoriser le commerce. Dans tous les cas, c'est à ça que ça sert les constitutions. Ça ne sert pas à vous donner des droits. On vous donne des droits pour arriver à un autre projet. Il y a toujours des motifs subséquents, des motifs ultérieurs. Donc, les chrétiens prennent une, une vieille invention, la charte, pour les communautés et se construisent là-dessus pendant des siècles et des siècles. Et on arrive, on aboutit à ces projets, cette mode des projets constitutionnels. Mais il y a un problème. Il y a un problème au Moyen Âge. Pourquoi ça a pris à peu près 500 ans, hein, 1215 à 1750, 1780, avant que toute la planète veuille se faire une charte, une constitution? Pourquoi ça a pris tout ce temps-là? Deux gros problèmes. Le manque de littératie et le manque de diffusion de la presse et donc la capacité à partager les idées. Donc on rajoute à ça, on peut rajouter une troisième raison, les inquisitions. Ça l'a stagné pendant plusieurs siècles, mais le barrage a cédé à peu près vers 1750. Une lente diffusion de la technologie politique, puis donc c'est ça, presse de Gutenberg, Renaissance, âge des découvertes, l'Amérique, ça s'accélère lentement. On arrive au 18e siècle, 1750, partout en Europe, les gouvernements décident de commencer à construire ces contrats sociaux de manière exponentielle, des constitutions qui donnent des droits et qui limitent les gouvernements pour accorder de la légitimité au gouvernement. Donc, c'est une erreur de focusser sur l'histoire individuelle d'un pays. Ou bedon de dire des choses, ça je l'ai souvent entendu, hein. Haïti, c'est la première constitution d'un État libre. Bullshit. Le plus important, c'est la constitution américaine ou la constitution française, dépendamment si le gars est francophile ou américanophile. C'est une autre erreur. En fait, des constitutions, il y en a partout. Et plein de constitutions avaient des innovations à l'époque. C'est pour ça que Linda Colley, dans son livre, fait une revue exhaustive. Il y a plein de petites constitutions qui amènent un nouveau morceau de casse-tête. Donc, focusser sur ce genre de détails-là, c'est loin d'être représentatif. Et donc, quand on fait une revue globale des projets constitutionnels, on découvre que c'est pas parce qu'il y a plus de constitutions qu'il y a plus de républiques. C'est pas parce qu'il y a plus de constitutions qu'il y a plus de démocratie. C'est pas parce qu'il y a plus de constitutions qu'il y a moins de monarchie. Non. Pour comprendre pourquoi il y a plus de constitutions partout sur la planète, il faut commencer par comprendre le contexte des grandes puissances de l'époque et de la guerre hybride. De 1750 à 1945, on a vécu la première grande guerre moderne des empires maritimes. Ça, c'est si on fait de l'histoire longue durée. Si on pense comme un Chinois, comme un Indien, puis qu'on pense en termes de siècles, de 1750 à 1945, il n'y a pas eu de réel empire. Il y a eu un quasi-empire britannique qui est devenu un empire hégémonique fin de la guerre froide à peine.
Donc, il n'y a pas eu de vrai. La première grande guerre moderne des empires, 1750 à 1945, série de conflits transnationaux et de guerres civiles de révolution qui impliquent des empires maritimes et ou continentaux. Et en même temps que cette première guerre, grande guerre maritime mondiale, on a une histoire des constitutions remplies d'innovations qui explosent de manière exponentielle en quantité, en croissance, en nombre. Pourquoi tout ça c'est lié? The primary and most persistent cause was a growth in the geographical range, frequency, intensity, and demands of warfare and cross-border violence. The regularity with which large-scale wars erupted across the globe markedly increased. This pattern of greater regularity of war, no, the greater regularity of really large-scale warfare continued to obtain into the mid 20th century. Donc, le plus grand persistant effet de l'augmentation du nombre de constitutions, c'est vraiment la première cause de ça, c'est la croissance du range, de la portée géographique, de la fréquence, de l'intensité et des demandes de la guerre et de la projection de violence en dehors des frontières d'un État ou d'un empire. Donc, la possibilité guerrière de projeter cette guerre et cette violence, l'intensité géographiquement, la fréquence, la logistique de tout ça, c'est ce qui provoque l'explosion du nombre de constitutions. La régularité de ces guerres à haute échelle, des éruptions de ces guerres à haute échelle partout sur la planète a augmenté et donc le nombre de constitutions. Ce pattern, la régularité des grosses guerres, a lentement augmenté. Ça a culminé en 1945. Ça s'est radouci. Et là, on recommence lentement à partir du 11 septembre 2001. Le plan du livre, c'est donc 3 parties pour, dans le fond, parler de plusieurs guerres parapluies. Umbrella Wars. Donc la première qui ouvre le bal, c'est la guerre de 7 ans et ses répercussions dans les empires au 18e siècle. La guerre de 7 ans, c'est 1756 à 1763. Ensuite de ça, la deuxième époque, avec une mode en particulier, c'est l'époque révolutionnaire, révolution américaine, révolution haïtienne, révolution française, Napoléon. Napoléon qui a changé le monde malgré sa défaite. S'il y a quelque chose de positif à Napoléon, c'est ça. Et ensuite de ça, le livre se termine avec l'époque, les longues années, les longues décennies de 1860 jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est l'apothéose. Les guerres parapluies, les guerres hybrides, sont appelées comme ça parce que c'est une série de conflits qui s'expliquent par le précédent et qui demandent en cash et en hommes tellement de ressources pour envoyer ces hommes et ces armes à travers les océans pour aller chercher conquérir des pays étrangers. Ça fait augmenter, ça fait exploser les dettes et en passant, petit truc important à prendre en compte. Quand vous lisez sur les dates des guerres au Moyen Âge, Renaissance, même les guerres mondiales, la Première Guerre mondiale n'a pas commencé en 1914. Il y a eu
des conflits quelconques, d'une manière ou d'une autre, entre les entités avant ça. C'est juste officiellement, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'époque, on a appelé la période Première Guerre mondiale. Mais les batailles avaient commencé avant. Puis c'est pareil pour toutes les guerres. Surtout pendant qu'on vit le conflit, comme présentement on est en Troisième Guerre mondiale, si on prend la terminologie de notre histoire, de l'histoire officielle, là, si vous voulez compter à partir de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi si on regarde dans le passé. Donc, autant nous versus notre histoire présente que nous qui regardons dans le passé ou que les personnes dans le passé qui regardaient leur histoire présente, dans tous les cas, les dates sont floues. On peut pas dire. C'est très difficile de mettre des balises de même. Surtout si on est loin physiquement de ces conflits-là. Donc, par exemple, je vais vous parler de la guerre des trois alliances en Amérique du Sud. Moi, personnellement, avant de lire ce livre-là de Linda Colley, je n'avais jamais entendu parler. Je n'avais jamais entendu parler. Et il y a une donnée très intéressante sur cette guerre-là. Vous allez voir. Donc, dans ces guerres parapluies, les États, les empires, nouveaux ou vieux, gagnent, perdent des conflits. Tout le monde, les gagnants, les perdants, vont faire aussi des constitutions, que ce soit des empires ou des États. Some political regimes were seriously weakened and destabilized, others fragmented and erupted into civil warfare and revolution. New regimes emerging from these war-bred crises progressively elected to experiment with written constitutions as a means to reorder government, mark out and lay claim to contested boundaries, and publicize and assert their position at home and on the world stage. Donc, les régimes politiques, qu'ils soient, s'ils étaient affaiblis ou déstabilisés, d'autres fragmentés ou qui se scindaient en plusieurs révolutions, guerres civiles. On avait d'autres régimes qui émergeaient de ces guerres-là. Tous ces régimes-là vont expérimenter avec les constitutions écrites comme un moyen pour réorganiser, reorder, remettre de l'ordre dans le gouvernement, mark out and lay claim to contested boundaries, donc revendiquer des territoires et publiciser et assertir leur position. Asserter? Je pense que c'est ça, asserter. Asserter leur position à la maison et vue de l'étranger. Même les États et les régimes qui se sont prouvés, qui ont eu plus de succès à la guerre et qui ont évité l'effondrement ou des séries de fractures, ont fréquemment utilisé les constitutions pour remettre de l'ordre au niveau domestique et raise their game pour être encore plus efficace au niveau de la guerre hybride. Même les États les plus résilients, et pas juste en Occident, the appeal of issuing a new legal and political instrument on paper tended to increase. Written constitution supplied governments with a means to legitimize their system of governance. Donc, l'attrait de ces cadres légaux et politiques comme un instrument sur du papier tendait à augmenter partout parce que ça permettait au gouvernement de légitimer leur système de gouvernance. A text by which to rally wider support and justify expanding fiscal and manpower demands. Donc un texte
permettant de rallier un support plus large de la population et de justifier l'expansion des schémas fiscaux et des demandes en ressources humaines pour la guerre à haute intensité. C'est pour cela qu'on a donné le droit de vote aux hommes en échange du pouvoir de taxation fédérale et du pouvoir de conscription. Un pacte, un covenant entre l'aristocratie et la monarchie d'une part et le peuple et la plèbe de l'autre, qui allait fournir la main-d'œuvre pour leur énorme armée qui allait prendre possession de plantations et de ports un peu partout sur la planète. Après 1850, même les pays asiatiques comprennent la game. Every continent, including Europe itself, was exposed to heightened levels and threats of imperial invasion. Written constitutions have traditionally been examined in relation to the rise of nationalism and nation-making. And that is a part of the story. Donc, tous les continents, incluant l'Europe, étaient exposés à des plus hauts niveaux de menaces d'invasion impériale. Les constitutions écrites avaient historiquement été vues comme l'effet de la montée du nationalisme et de la création d'États-nations. C'est seulement une partie de l'histoire eurocentrée. Yet empire also played an essential role in their design and proliferation, unavoidably so. Of the 12 most populous political jurisdictions existing in the world by 1913, 11 were not nation-state. Donc, les empires ont joué un rôle essentiel dans le design et la prolifération des constitutions écrites de manière imprévisible. Inévitable. Mauvais mot. De manière inévitable. Parce que si on regarde en 1913, des 12 entités politiques les plus populeuses sur la planète Terre, 11 de ces 12 régimes politiques étaient des empires et ils avaient tous des constitutions. They were empires. Britain, donc la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la monarchie des Habsbourg, l'Empire ottoman, le Japon, l'Italie et depuis peu les États-Unis, en 1913, étaient tous des empires. Les États-Unis ont atteint le stade d'empire, premièrement, autour de la guerre de sécession. Et ils sont devenus un empire planétaire quand ils ont pris possession des Philippines. Autour de la Première Guerre mondiale. Fin du 19e, début 20e. All of these empires experimented with written constitutions and contributed to their spread and diversity. Donc, tous ces empires ont expérimenté avec les constitutions et ont contribué à la diffusion, la diversité des projets constitutionnels. Donc, la constitution comme un objet imprimé en masse. Donc, je vous ai dit au début, premièrement, la constitution, c'est un pacte entre le gouvernant et le gouverné. Deuxièmement, la constitution, c'est un objet physique où il y a des trucs décrits avec une cérémonie, ça peut être une ratification des signatures, un sceau, blablabla. Et le truc le plus important, c'est pas ça les plus importants, non. Le plus important de la Constitution, c'est l'impression de masse, la diffusion de masse, les traductions de masse des projets constitutionnels pour que ta population et le reste de la planète
soient en phase avec ton projet. C'est à ça que ça sert. Legitimize empire rule, regulate territories seized by their armies and settlers, disadvantage and discriminate against peoples who were in the way of their territorial expansion, try out political and social projects in subordinate territories, empire, légitimer le règne impérial, réguler les territoires saisis par les armées ou les colons, désavantager et discriminer contre les peuples, les populations qui sont dans le chemin de l'expansion territoriale, faire des essais, tenter des projets politiques et sociaux dans des territoires des provinces, parce qu'on ne veut pas essayer de faire des expériences sociales dans la métropole pour éviter des problèmes. Cinquième raison pourquoi faire une constitution, ça peut être un empire sur la défensive qui cherche à garder ses territoires souverains. Donc, pour éviter les révoltes à la périphérie d'un empire, l'empire va tenter d'émettre une constitution pour donner des droits à la population, un peu comme un tribut. Et sixième raison pourquoi faire une constitution, éviter un takeover impérial. Éviter qu'un empire dise « tu es mon sujet ». Donc, dire que l'augmentation des libertés partout sur la planète, l'augmentation des... qu'il y a eu une fin de l'histoire à cause du nationalisme des États-nations, à cause du libéralisme, c'est complètement faux. C'est une erreur de bobo urbain éduqué. C'est pas parce qu'il y a eu plus d'étonnations puis plus de libéralisme qu'il y a eu plus de projets constitutionnels. C'est une fausseté, c'est une vue européocentriste. C'est une vue qui est quasi raciste. Je le répète encore une fois. Si tu dis à un Chinois, à un Russe, à un Turc, à un Perse, à un Indien, des trucs comme ça, il va te rire en pleine face, mon esti. Ce sont les acteurs du grand jeu de la modernité qui ont eu le réel impact. Donc, c'est pas tant les populations que des personnes clés, des joueurs de concession constitutionnelle, des Maurice Richard de la Constitution. C'est ces personnes-là qui ont influencé l'histoire parce que, comme il disait dans les Federalist Papers, tu veux que ta constitution soit écrite par des personnes d'exception et non pas par une assemblée. People influenced by geopolitics and the uneven distribution of power, their ideas and action were also often fed by high hopes and utopian promises. But writers and advocates of constitutions were almost always influenced as well, and at some levels by threat and by violence. Donc la plupart de ces joueurs de concession constitutionnelle étaient des guerriers. Donc si vous voulez faire partie de la game politique, c'est le temps de vous faire des muscles, messieurs. Ils étaient tous influencés par la menace de la guerre, la menace de la violence. Et malgré tout, ils avaient des hautes attentes, des promesses utopiques. Et ils étaient optimistes dans l'âme, la plupart. On a eu plusieurs modes entre ces siècles-là, des changements d'attitude au niveau des projets constitutionnels, selon quelles constitutions qui sont perçues comme étant les meilleures. Il y a eu donc beaucoup de modes de mimétisme à travers ces projets-là. Beaucoup d'acteurs, d'opérateurs privés. Donc, c'est pas seulement des agents d'État qui ont participé.
c'est même devenu un genre littéraire, les constitutions. On avait des pamphlets qui vous donnaient des trucs pour vous écrire votre propre constitution. Euh, des écrivains qui tentaient la chose et qui publiaient ça dans un livre. On avait des États qui vont rassembler plusieurs constitutions ensemble pour qu'on puisse les comparer. Donc, monsieur, madame, tout le monde, à une époque, au 19e siècle, écrivait sa propre constitution. On va le voir, ça a un impact partout sur la planète, surtout dans le Pacifique, à la fin du livre. Et moi, par exemple, moi j'avais déjà cette idée-là et ça l'a confirmé mon idée dans mon projet de scolarité, comment construire un citoyen chrétien. Donc, que je veux faire un cours en 3 années pour aider à comprendre, à faire comprendre aux gens, faire un peu d'éducation civique réelle qui va dépasser ce qu'on a à l'école publique. Moi, si j'avais une classe niveau secondaire 4-5, à peu près, un des projets scolaires pédagogiques, ça serait ensemble, en équipe, tout seul, peu importe comment l'étudiant va vouloir faire ça, construis ta propre constitution et tu as le droit de copier les constitutions des autres. Tu as le droit. Si pour toi la constitution, la meilleure, c'est la constitution canadienne ou la québécoise, vas-y fort. Par contre, faut que tu la défendes. Et c'est en la défendant que je vais voir si tu, un, l'as lu, et deux, comprends les principes qu'on va avoir décortiqués avant ça. C'est à ça que ça sert la pédagogie. Donc, la Constitution, on l'écrit et on la diffuse pour soi, contrainte au pouvoir, droit aux citoyens. Le projet de Constitution, on l'a fait aussi pour les autres, comme un infopub. Première partie du livre, Into and Out of Europe. Deuxième partie du livre, l'époque des révolutions. Troisième partie du livre, les nouveaux mondes, avec un S. Donc, on voit historiquement, chronologiquement, les chrétiens, il y a comme un bouillon, un laboratoire social et politique pendant le Moyen Âge. On réinvente la charte, on l'appelle la Constitution. On l'implante dans des parlements. Ça, c'est diffusé quand on découvre le Nouveau Monde. C'est l'innovation politique, l'outil politique de la Constitution est diffusé aux quatre coins de la planète. Les autres régimes font « Oh, c'est une bonne idée ». Deuxième étape, l'époque révolutionnaire. Donc, de la fin du 18e jusqu'à, on va dire, 1850. Beaucoup de révolutions, effondrement de plusieurs empires. Et là, c'est le premier ressac. Partout, on implante, on copie le processus. Et là, le ressac revient. Partout, on a donc les constitutions en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, dans le Pacifique, qui reviennent vers l'Europe et qui sont retransmises partout sur la planète dans un bouillon de culture. C'est ça qui est arrivé chronologiquement. Alors, là, c'est 57 minutes, chapitre 1, les multiples trajectoires de la guerre. C'est la fin du segment gratuit de mon podcast sur ce livre-là. Pour aller voir le contenu au complet, après que le direct soit terminé, évidemment. Vous allez sur mon site web, yanrochdy.com. Vous allez sur YouTube, vous allez cliquer sur le bouton se joindre ici. Vous pouvez vous abonner sur mon Substack, yanrochdy.substack.com. Vous pouvez envoyer des dons via GiveSendGo ou via mon adresse courriel
Yann Rochdy. Yann.rochdy@gmail.com. Tous les liens sont dans la description du vidéo. Et ça va, peu importe où vous allez envoyer le don, 5$ par mois, je vais vous donner l'accès à mon site web. Donc, très important parce que je ne peux pas continuer ce travail sans vous. Donc, chapitre 1, les multiples trajectoires de la guerre. Ça commence avec l'histoire de Pasquale Paoli. Pasquale Paoli voit demain.